Ça fait pas mal de temps que j'ai pas sorti sur la chaîne de review d'épisodes en dehors des reviews flash sur les nouveaux épisodes, alors que franchement il y a tout plein d'épisodes cultes dont j'ai envie de parler en long et en large. South Park est une série qui regorge d'épisodes géniaux sur lesquels j'ai plein de choses à dire, Make Love Not Warcraft, Génialos, Scott Tenorman doit mourir, ou encore bien sûr l'épisode dont on va parler aujourd'hui, et il est temps de se pencher un peu sur tout ça. Alors préparez-vous à prendre une bonne dose de nostalgie et à vous rappeler de ce que la série nous a offert de meilleur, parce qu'il est l'heure de commencer une toute nouvelle saison de review. Allez salut à tous, ici Maniaco, et aujourd'hui on revient sur le premier épisode de la 8ème saison, j'ai nommé Les armes c'est rigolo. L'épisode commence sur les enfants se baladant à la foire de South Park. Ils tombent sur un stand d'armes blanches et évidemment ils se mettent à rêver d'en acheter une chacun pour pouvoir devenir de vrais ninjas. Le marchand, dont on apprend dans le script qu'il s'appelle Roger, refuse d'en vendre aux mineurs sans autorisation parentale, mais grâce à la fameuse technique des orphelins, ils arrivent sans trop de soucis à leur fin. Avec leurs armes en possession, ils forment les ninjas de Tokugawa, qui dans leur tête sont des sortes de stéréotypes de guerriers japonais super musclés tout droit sortis des meilleurs animés de combat. Les tonfas permettent à Stan de devenir Shadohachi, Kyle renaît en Bunraku avec son nunchaku, Kenny devient Kensuke au Shuriken et Cartman se transforme en Bullrog, armé de ses saiki trous le cul. Après être allé narguer Craig et sa bande, il tombe sur Butters qui veut aussi jouer, mais évidemment, les ninjas refusent. Tout ce mépris réveille les plus bas instincts du blondinet, faisant par la même occasion ressurgir le terrible Professeur Chaos, son alter ego maléfique apparu dans la saison 6 et qui a cette fois aussi droit à sa version animée super musclée. Pendant que les enfants se chamaillent concernant les pouvoirs de leurs personnages puisque Cartman s'en invente plein, ils tombent sur le professeur et un combat dantesque s'ensuit. Les attaques pleuvent de tous les côtés, Kyle se fait même transformer en poulet, et finalement Butters se prend un des shurikens de Kenny dans l'œil, et là on parle de la vraie vie. Après pour eux le problème est pas tant que Butters ait l'œil crevé, mais c'est surtout qu'à cause de ça leurs parents vont savoir qu'ils ont joué avec des armes, et si ça arrive autant dire qu'ils signent leur arrêt de mort. Comme ils sont sacrément dans la merde, Eric propose donc de tuer Butters, ce avec quoi Kyle est étonnamment d'accord, étant donné que rien n'est pire que la colère de sa mère. Mais bon, vu qu'en vrai c'est quand même pas top, il décide plutôt d'essayer d'aider le pauvre professeur Chaos. Comme il doit se faire soigner mais qu'il faut éviter l'hôpital, les enfants décident que la meilleure solution est de le déguiser en chien avec les poils de Sparky pour que le vétérinaire puisse s'en occuper, évidemment. Le problème c'est qu'en le ramenant en ville, il tombe sur la bande de Craig, qui eux aussi ont mis la main sur des armes ninja depuis la dernière fois. Eux aussi sont donc abusément combatifs, Craig se bat avec le sabre de Kintama, ce qui veut littéralement dire testicule, et les moqueries d'enfants laissent alors place à la légendaire bataille de Tokugata, ou Tokutawa en VO, avec en fond sonore la plus culte des parodies d'opening d'animé. Mais pendant ce temps-là, Butters s'est enfui, ce qui pousse les deux bandes rivales à faire une trêve étant donné que Silkaft ce sera néfaste pour tout le monde. En le cherchant, les enfants croisent Chef, ce qui sert globalement juste à montrer son design d'animé, mais leur traque n'aura servi à rien puisque Butters arrive de son côté à l'hôpital. Cependant, comme son déguisement est bluffant de réalisme, il se fait envoyer au refuge pour animaux où les galères de Butters continuent à s'accumuler. Le vétérinaire pense que la seule solution est de l'euthanasier, mais heureusement, le jeune chien borgne arrive à s'enfuir à temps. Kyle de son côté est confronté à un dilemme moral entre jeter ses nunchakus pour se débarrasser des preuves et aller se faire rembourser l'argent qu'ils lui ont coûté, mais sa nature juive l'empêche d'ignorer les précieux dollars perdus s'il faisait le choix de les jeter dans le puits. Les 4 ninjas vont donc chez le marchand pour se faire rembourser, mais Craig les prévient juste à temps que Butters a été aperçu dans la foire, juste derrière les enchères où tous les parents sont réunis. Comme c'est la merde, Cartman se sert de son pouvoir d'invisibilité pour traverser la foule sans se faire repérer, mais bien sûr les adultes le voient, et il est juste littéralement à poil. C'est à ce moment-là que Butters arrive et s'évanouit sur la scène, ses parents le reconnaissent, et évidemment tous les adultes sont furieux, parce que Cartman a la bite à l'air. Tout est bien qui finit bien pour les enfants, puisque les parents trouvent le cul bien plus dangereux que la violence, Butters a reçu les premiers soins, les enfants gardent leurs armes, et freeze frame final de ninja. Avant d'analyser plus en détail l'épisode et de donner mon avis, penchons-nous un peu plus sur les particularités de sa production. Si vous avez déjà écouté les commentaires audio des créateurs, vous savez qu'à cette époque, les scénaristes essayaient de trouver leurs idées pour les futurs épisodes en partant quelques jours tous ensemble afin de trouver de l'inspiration, c'est ce qu'ils appellent des retraites. Il y a certaines retraites qui s'avèrent très bonnes et d'autres beaucoup moins, mais des aveux de Trey Parker dans les commentaires de la saison 8, celle-là, qui s'est déroulée à Jackson Hole, Wyoming et où ils ont apparemment fait beaucoup de snowboard, a été une très bonne retraite. Faut dire que les auteurs sont revenus avec beaucoup d'idées vraiment cool, puisque vont quand même s'enchaîner les armes c'est rigolo, les stéroïdes ça déchire, la passion du juif, on t'a niqué ta race, ou encore Génialo. Après même si cette retraite était particulièrement efficace, 2004 reste quand même une année très difficile pour Parker et Stone puisqu'ils l'ont littéralement surnommé The Year from Hell. L'année de l'enfer dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur le Noël des animaux de la forêt il y a quelques années fait référence au fait que la saison 8 a été réalisée en même temps que la production du film Team America World Police, ce qui fait qu'il était assez difficile de jongler entre les deux projets, d'autant plus que les scénaristes étaient touchés par un gros syndrome de la page blanche. Ça fait que même si la saison commençait bien, ils sont très rapidement arrivés à court d'idées, et vu la
la production très rapide de la série avec chaque épisode réalisé de A à Z en 6 jours, autant dire que c'était vraiment l'enfer. Mais bon, comme les armes c'est rigolo et le tout premier épisode de la saison, la situation était encore gérable à ce moment-là, donc je vais surtout me concentrer sur les problèmes spécifiques à cet épisode, à commencer par l'animation. En trouvant l'idée de faire une parodie d'animé japonais, Parker et Stone n'étaient pas vraiment sûrs que les animateurs allaient y arriver, donc ils ont d'abord demandé à leur storyboarder de travailler sur les designs. Ceci avait de très bons concepts, mais le problème, c'est que ça aurait bien pris 6 mois à animer. Bon, au final, les animateurs ont accepté le défi et ils ont fini par le relever haut la main en créant des scènes avec un rendu d'animé japonais en l'espace de 6 jours, et force est de constater qu'ils ont vraiment géré sur ce coup-là. Je suis d'accord que tout n'est pas non plus magnifique, mais ça reste drôle et efficace, puis quand même 6 jours quoi. 6 jours. Ça reste l'une des premières fois dans la série où on a un vrai changement de style, et c'est loin d'être la dernière. Mais heureusement pour l'équipe d'animation, on ne reste pas non plus tout le temps sur leur version ninja, puisqu'on passe très régulièrement d'une vision à l'autre, et d'ailleurs c'est aussi ce décalage qui fait l'humour de l'épisode. Les créateurs ont même avoué que le moment clé où ils ont trouvé que leur idée était drôle et qu'il fallait partir là-dessus pour l'épisode, c'est en imaginant les garçons avec des physiques de gros assassins musclés, mais toujours en conservant leur voix d'enfant. Pour rester sur l'animation, le style est notamment basé sur le film Ninja Scroll et les autres séries d'animation du même genre des années 90, et certains mouvements de caméra rappellent grandement l'adaptation de Ken le Survivant par le studio Toei, le professeur Chaos en particulier ressemblant et se comportant comme Rao le Conquérant. L'épisode se moque même en plein milieu des résumés d'épisodes précédents qui étaient très présents à cette époque, et ça le fait vraiment bien, le souci du détail a donc été poussé très loin. Enfin, je trouve qu'on a un peu trop tendance à oublier les décors lors de ces séquences, mais eux aussi ont bien évidemment été faits pour l'occasion. Même si la plupart sont quand même vachement brouillons, notamment sur la deuxième partie de l'épisode, globalement je trouve que ça rend bien, surtout que le rythme de l'épisode fait qu'on n'a même pas le temps de remarquer quand ils sont un peu rushés. Puis à côté de ça, on a la fameuse scène du shuriken, où je trouve par contre le fond vraiment super beau. On sent que c'est clairement le décor sur lequel ils ont le plus bossé, et ça vient d'autant plus ancrer cette scène comme l'une des plus cultes de la série. Tiens d'ailleurs, en parlant de culte, il y a encore un autre point spécifique à cet épisode dont je me dois de parler. Comment parler de cet épisode sans mentionner son hymne légendaire, Let's Fighting Love. Interprété par Trey Parker avec son superbe accent japonais, Let's Fighting Love parodie les génériques d'animé tout en étant non ironiquement un super morceau. Pour ça, Parker se sert du style J-pop et de lyrics très approximatifs, mélange japonais et anglais japonisé, aussi appelé English, pour nous servir un opening aux paroles aussi vides de sens que ce qu'on pouvait avoir dans les années 90. Enfin, je dis années 90, mais ça arrive encore pas mal aujourd'hui. Le thème est tellement catchy et mémorable qu'il a été magnifiquement réarrangé pour le concert des 25 ans de South Park, et dans le Music Madness, le concours de popularité des musiques de la série, Let's Fighting Love est arrivée en demi-finale, où elle a perdu contre Kyle's Mom the Bitch, ce qui était clairement un adversaire de taille étant donné que c'est carrément la musique qui a remporté le tournoi. Bon, j'imagine que vous êtes déjà nombreux à la connaître par cœur, mais pour le plaisir et avant de passer à l'analyse, réécoutons ce classique avec en sous-titre une petite traduction des paroles. Ah, qu'est-ce que j'aime cet épisode. Ça fait partie de ces épisodes cohérents et bien rythmés du début à la fin, et qui en plus de ça mettent vraiment les garçons en avant comme c'était encore habituel à l'époque. En faisant la bêtise d'acheter ses armes, ils voulaient simplement s'amuser, ils ne se rendent même pas compte d'à quel point la situation est grave, ne se préoccupant que des punitions de leurs parents. Même si avec les dernières saisons on a de plus en plus tendance à l'oublier, c'est aussi ça South Park, le décalage entre la société américaine et l'interprétation qu'en font les enfants à travers ce qui se passe dans cette petite ville de montagne. Pour ça je trouve parfaite la transition ultra brute de Butters qui se prend le shuriken. Dans la tête des enfants on s'amusait et on était surtout dans une situation de lâcher prise, mais lorsque ça arrive, on se rappelle tout de suite de pourquoi ils n'avaient pas le droit d'avoir des armes en premier lieu. Puis d'ailleurs, en plus de la parodie d'animé, si on a encore une chose à retenir de cet épisode, c'est que le pauvre Butters s'en prend encore une fois plein la gueule. C'est devenu une situation basique de la série, mais il a rarement autant pris cher que cette fois-ci, et c'est aussi pour ça que ces scènes sont aussi mémorables. Heureusement, il n'a pas eu de séquelles après ça, et franchement, bien joué au médecin parce que ça semblait quand même vachement mal parti. On peut aussi rajouter que c'était une super idée de ressortir le professeur Chaos pour cet épisode. Depuis, on l'a revu pas mal de fois, mais à l'époque, ça restait sa première apparition
l'action depuis son introduction dans la saison 6. Aussi, même si Butters est excellent, les autres enfants le sont tout autant. Cartman est en pleine forme, il laisse de la place aux autres tout en ayant pas mal de moments forts comme la fin, sa participation au combat contre Chaos, ou encore cette scène référençant La Passion du Christ de Mel Gibson, ce qui sera beaucoup plus exploité 2 épisodes plus tard dans La Passion du Juif. Kai, Stan et Kenny ont également leur rôle à jouer, et c'est d'ailleurs Kenny qui lance vraiment l'intrigue, et ce qui est quand même assez rare pour être souligné. En plus de ça, Craig et sa bande ont pas mal de temps d'écran, et pareil, ça fait vachement plaisir. Mais bien sûr, ce qu'il y a de mieux, c'est la parodie des animés japonais, et ce que ça apporte vraiment à l'histoire, en plus de l'action et de l'humour. En soi, à part avec le shuriken dans l'œil, les enfants ne combattent pas vraiment avec leurs armes ninja, mais prétendent plutôt avoir des pouvoirs, lançant des rayons d'énergie et imitant le Hadoken des séries d'animation Street Fighter. Leurs armes sont un moyen de s'évader, et il est clair que si tout n'avait pas mal tourné, on serait clairement dans une des meilleures journées de leur vie. En plus de ça, l'épisode retranscrit parfaitement la logique du jeu des enfants, prise très au sérieux, mais toujours en conservant certaines règles très arbitraires qui sont plus importantes que tout pour permettre de maintenir la fantaisie. C'est quelque chose qu'on voit très régulièrement dans South Park, et d'autant plus dans les jeux Le Bâton de la Vérité et l'Anal du Destin. À part ça, ils sont plutôt libres, ils choisissent leur pouvoir, Kyle a les cheveux noirs, Jimmy bondit, on dirait vraiment que comme ils s'imaginent être la version idéale d'eux-mêmes, ils peuvent enfin exploiter qui ils sont hors des contraintes des adultes et des contraintes de la vie en général. Puis surtout, bien qu'étant moralement offensif, Les Armes c'est rigolo vient porter un message sur la place de la violence et du sexe dans l'imaginaire des Américains. Quand Cartman se retrouve nu devant la foule à cause de ce qu'il considère être un dysfonctionnement, cela fait référence au 38e Super Bowl qui avait eu lieu un mois avant. Cet événement avait lancé une vive controverse en 2004 lorsqu'à la mi-temps, lors d'un show de Justin Timberlake, Janet Jackson s'est retrouvée avec un sein à l'air suite à un problème avec cette tenue, ce qui déclencha un vaste débat sur la perception de l'indécence à la télévision. L'épisode vient donc faire une satire de l'intérêt ridicule que porte le public américain pour la nudité et la sexualité dans les divertissements par rapport à la violence gratuite et au gore, la société étant particulièrement hypocrite en déclarant que l'un est terrible alors que l'autre n'est pas si grave. C'est pour ça que lorsqu'au milieu des autres parents, Sheila déclare « Voilà ce qui arrive quand la morale et la pudeur d'une société foutent le camp », on comprend surtout que le message est une auto-réflexion sur leur réunion elle-même. Bon allez, ça commence à faire pas mal de temps que je parle, donc il est maintenant temps de passer aux anecdotes. Déjà, j'aimerais commencer en revenant sur les retours qu'a eu cet épisode à sa sortie, et évidemment, vous vous en doutez, il est tout de suite devenu culte. Les Armes c'est rigolo est quasiment tout le temps dans les premières places des classements des fans sur internet, personnellement dans ma vidéo je l'avais mis 6ème, sa note IMDb est un solide 9,1 sur 10, et l'épisode est en plus de ça ressorti sur le DVD South Park The Hits, qui réunissait les épisodes les plus populaires ainsi que les préférés de Parker et Stone. Cet épisode a aussi été le tout premier à avoir eu droit à une remasterisation en haute définition, cependant cette version HD n'était disponible que sur le Xbox Live et sur un DVD qui était uniquement inclus avec certains lecteurs de DVD Xbox 360 vendus chez Best Buy. On apprend vers la fin de l'épisode que Skeeter a une fille. Bon, le personnage est clairement ultra tertiaire, il y a moyen que certains ne voient même pas de qui je parle, mais le fait est que c'est une info nouvelle, même si on n'a jamais vraiment vu cette fille à quelconque moment de la série. C'est le tout premier épisode avec April Stewart dans le cast de la série, après le départ d'Elisa Schneider. Pour poser un peu le contexte, contrairement à la plupart des personnages masculins qui sont interprétés par Trey Parker et Matt Stone depuis le début, pour ce qui est des personnages féminins, ça a été un peu plus compliqué. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais au début de la série, c'était Mary Kay Bergman qui s'occupait des voix de filles et de femmes, mais à sa mort pendant la saison 4, Elisa Schneider fut engagée pour la remplacer dans la plupart de ses rôles, avec aussi Mona Marshall qui s'occupa notamment de Sheila Broflovski. Mona Marshall continue de jouer ses rôles encore aujourd'hui, mais par contre à cause d'un désaccord concernant son contrat, Elisa Schneider quitta la série pendant la saison 7, aussitôt remplacée dès la saison 8 par April Stewart, qui est donc l'actuelle voix de tous ces superbes personnages. Au moment de déguiser Butters, on revoit brièvement Sparky, le toutou de Stan qu'on avait plus vu depuis sa brève apparition dans l'épisode de la saison 15, du bon usage du préservatif, et on le reverra ensuite rapidement dans Le Noël des petits animaux de la forêt, et puis plus de nouvelles jusqu'à la toute fin de la saison 20. Trey Parker et Matt Stone, fidèles à eux-mêmes, n'ont pas pu s'empêcher de cacher des références à Star Trek au début de cet épisode. Sur le stand d'armes de Roger, l'un des couteaux ressemble à un couteau Klingon qui s'appelle comme ça, et on peut aussi retrouver à vendre une épée Klingon qui s'appelle comme ça. D'ailleurs, comme par hasard, les deux nerds fans de Star Trek qu'on retrouvait dans l'épisode CM1 les regardent justement. En VF, j'ai remarqué une petite incohérence qui n'est pas présente en VO. Au début de l'épisode, Roger dit aux enfants qu'il leur offre les armes après qu'il lui ait fait leur numéro d'orphelin, alors qu'en VO, Roger dit qu'il va les emballer pour eux. Je suis d'accord que ça change pas grand chose et qu'on peut considérer qu'il dit implicitement en VO qu'il va leur offrir, mais vu la suite de l'épisode, on peut finalement comprendre qu'ils ont en fait bien dû les payer. En effet, la scène du doute de Kai qui hésite à jeter ses nunchakus dans le puits vient nous prouver qu'ils les ont finalement achetés. C'est justement tout l'enjeu de la scène de voir Kyle qui n'arrive pas à se résoudre à gâcher les précieux dollars qu'il a investis et préfère aller se faire rembourser. Puis bien sûr, si on part du principe qu'on leur a offert, bah ça a plus de sens de se faire rembourser quoi que ce soit. Alors à vous de voir si vous considérez que c'est une erreur qui était aussi présente en VO, mais en ce qui me concerne, je trouve que seule la VF vient vraiment confirmer l'incohérence.
Si vous vous demandez ce que dit le tatouage sur le bras gauche de Cartman, c'est le kanji Haji qui signifie goûter, et associé avec Shinbo, qui veut dire bâton rare, on obtient une traduction approximative à l'expression suck my dick. Tolkien de son côté a le katakana ya sur son t-shirt, il n'a donc pas les katakana to ou te comme l'aurait voulu la logique, mais c'est sûrement parce que le ya a une forme qui ressemble encore davantage à un t japonisé. La scène où Kyle essaie de se débarrasser de ses nunchaku est partiellement censurée dans le doublage allemand. Les répliques de Cartman se moquant de Kyle pour avoir succombé à un stéréotype juif sont coupées, passant directement à Kyle tenant ses nunchaku au-dessus du puits en signe de frustration, puis retournant vers ses amis l'air dépité. Ce qui fait que du coup, la scène n'a plus vraiment de sens. Et enfin pour terminer, lorsqu'ils sont en mode animé, tous les enfants ont des vêtements similaires à des personnages de Street Fighter et même un peu de Mortal Kombat. Stan a un costume similaire à celui de Ryu, celui de Jimmy ressemble à celui porté par Sodom, Tolkien a un look et des attaques similaires à DJ, Clyde est basé sur Adon, Kyle est similaire à Fei Long, Craig a des éléments de Geki et de Guy, Cartman ressemble à Honda et a un nom probablement inspiré de Balrog, Kenny est un mélange de Ken avec Raiden de Mortal Kombat, Butters est similaire à Bison et enfin Chef ressemble à Akuma. Pour conclure, Les Armes c'est rigolo est sans conteste l'un des meilleurs épisodes de la série, et pour moi le meilleur season premiere pour en plus ce qui est probablement ma saison préférée. Il a tout ce qu'on peut attendre d'un excellent épisode de South Park, une histoire d'enfants agissant comme des enfants, des moments hilarants, du drame, une satire de la société américaine et même pas mal d'action. Les enfants sont particulièrement attachants dans leur délire, et on retient surtout Butters qui fait plus de peine que jamais et signe là un de ses épisodes les plus mémorables. C'est aussi un épisode qui parodie les animés japonais de manière juste et toujours très drôle, avec en plus de ça une super musique et un changement de style graphique particulièrement appréciable, encore plus au vu des délais de production. Rien que pour ça, je ne pouvais qu'être fan dès le premier visionnage. Enfin bref, Les Armes c'est rigolo, c'est vraiment ce que South Park fait de mieux, et j'espère qu'à travers cette vidéo, j'aurai un tant soit peu réussi à transmettre à quel point j'aime cet épisode. Sur ce, c'est maintenant que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Elle a eu un peu de retard, mais bon, c'est presque devenu habituel, j'ai l'impression. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'était Maniaco, et surtout n'oubliez pas, hey hey let's go kenka suru, taisetsu na mono protect my balls, boku ga warui so let's fighting love, let's fighting love. Bye tout le monde, salut.